c'est un peu comme ça que s'est construit aussi mon projet de recherche. On en discutait à midi, donc on était dans le même laboratoire. Et donc Adrien, travaillant sur De Broglie, et bien Hugues Chabot, donc qui dirigeait mes mémoires à l'époque, eh bien m'a dit ah, bah, en fait voilà il y a des descendants, enfin, des collaborateurs de Broglie, et notamment bah, un certain Jean-Pierre Vigier, enfin, pas uniquement de Jean-Pierre Vigier, mais voilà qui ont travaillé bah, justement sur ces interprétations enfin, alternatives de la mécanique quantique, interprétations réalistes. Et donc moi voilà, ça a été le sujet de ma thèse soutenue en 2018, donc une thèse qui a été en co-tutelle donc, à l'Université fédérale de Bahia, donc à Salvador, au Brésil, sous la direction d'Olival Frère, et donc Hugues Chabot en France, au SDHEP à Lyon. Et donc, j'ai choisi, je vais pas parler de toute ma thèse, mais de restreindre un épisode qui m'a semblé intéressant dans ma thèse, tant d'un point de vue, enfin, en tant que tel, et puis même d'un point de vue de la méthodologie aussi de l'histoire des sciences. J'expliquerai un petit peu, un peu pourquoi après. Donc de cette réception eh bien, de la théorie de Bohm dont Adrien a parlé en France par Louis de Broglie à l'été 1951 et comment s'est constitué un groupe de recherche en France dédié bah, voilà, à cette interprétation causale de la mécanique quantique, telle qu'il appelait. Donc voilà, c'est aussi l'autre nom de ce qu'on appelle aussi la théorie des variables cachées, ou la théorie de la double solution. Donc voilà, tout ça, c'est le même, c'est le même univers, le même lore. Alors comment je fais pour Normalement, vas-y. si je clique. Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc dans ma présentation, donc j'ai un peu parlé un peu comment j'ai construit mon objet historique pendant ma thèse. Donc c'est peut-être voilà sur les sources, voilà comment j'ai un petit peu travaillé. Donc voilà, comment j'ai construit mon objet, les sources, les différents acteurs, comment s'est construit ce programme de recherche, puis quelques conclusions. Et oui, et donc une deuxième raison voilà, pour laquelle j'ai choisi cette période, c'est que bah, enfin, voilà, il y aura enfin, j'ai trouvé ça, enfin, on va beaucoup travailler sur la correspondance et j'ai trouvé ça assez amusant en tant qu'historien, voir un peu ce qui se passe derrière. Enfin, au-delà de voilà, l'analyse d'articles aussi, un peu qu'est-ce qui se joue derrière bah, des collaborations, comment se constituent des groupes de recherche. Donc voilà, pour résumer, donc un petit peu de contexte, on voit pas tout. Est-ce qu'on peut enlever ça? Moi, je peux pas enlever ça. Tu peux le décaler, ouais. Euh, je voulais revenir. Donc, un peu l'image qu'on retrouve beaucoup dans les textes, enfin, surtout même voilà, quand on fait un peu une histoire de ces interprétations alternatives de la mécanique quantique, c'est donc, bah, Adrien nous a parlé de cette double solution de De Broglie en 1927. Euh, et puis voilà, Bohm redécouvre la théorie un petit peu par hasard, tout seul dans son coin. Et puis, donc voilà, il formule sa théorie des variables cachées. Et Bell, en 1964, eh bien, redécouvre lui à son tour eh bien, l'article de Bohm et s'intéresse au paradoxe EPR et donc formule ses inégalités. Et puis on arrive voilà, aux expériences d'Alain Aspect en 1980-82. Donc ça, c'est un peu voilà, une histoire qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. Et sauf que moi, en fait, ce que j'ai voulu montrer dans ma thèse, c'est que je me suis plutôt intéressé du point de vue des acteurs. Bah, voilà, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, voilà, quels étaient leur centre, leurs préoccupations à l'époque. Et dans cette première version historique, en fait, en gros, c'est un peu voilà ce qui a marché dans cette théorie alternative, mais qui, donc voilà, pour mener jusqu'aux expériences d'Alain Aspect, mais en fait, ça cache aussi, ça masque un peu tout un programme de recherche que voilà, moi j'ai essayé d'expliciter, et qui était promu par tout un ensemble d'acteurs, donc notamment, enfin, qui masque notamment les travaux de Jean-Pierre Vigier en théorie unitaire relativiste, voilà, qui n'apparaissent absolument pas dans cette histoire, dans cette première histoire à gauche. Toutes voilà, des travaux sur l'hydrodynamique quantique par Takabayashi, qui collabore aussi avec Vigier et Bohm, donc qui est une autre manière de représenter classiquement la mécanique quantique. La démonstration de la règle de Born par Vigier et Bohm en 53, et puis qui aboutira même jusqu'à un modèle de physique des particules alternatif au modèle standard à la fin des années 50, début des années 60.
Donc ça, c'est tout ça, en fait, leur programme de recherche à l'interprétation alternative de la mécanique quantique. Et en fait, qui ne se limite pas au problème de la mesure. Et donc, voilà, donc moi, en fait, l'histoire que j'ai essayé de faire, c'est une histoire donc, essentiellement centrée sur le contenu scientifique et la mise en perspective par un contexte scientifique, culturel et idéologique, on y reviendra. Une histoire qui se place du point de vue des acteurs et leur motivation originelle, sans verser pour autant dans un relativisme, dans le sens où, bah oui, effectivement, on fait l'histoire d'une théorie minoritaire qui n'a pas, voilà, qui n'a pas fonctionné. Et moi, enfin, en tout cas, je suis convaincu qu'elle n'a pas fonctionné aussi pour des bonnes raisons qui sont l'ordre de la physique. Même si moi, je suis pas physicien et c'est pas à moi, en tant qu'historien, d'en juger. Euh, et puis, alors, je me suis aussi, des questions que je me suis posée dans ma thèse, parce que tous ces physiciens se revendiquent d'un réalisme ou d'un matérialisme scientifique. Donc voilà, par réalisme, définition, voilà, c'est l'idée que les théories scientifiques, les entités théoriques ont une correspondance d'une certaine manière ou d'une autre avec le réel. Alors, voilà, quand on parle d'un spin, bah, le spin a une existence dans la nature, ce qui n'est pas le cas nécessairement des interprétations orthodoxes, où voilà, ça peut être où finalement le but d'une théorie physique, eh bien, enfin, c'est de prédire des résultats expérimentaux et les entités théoriques n'ont pas nécessairement d'existence réelle. Et donc là, bah, l'idée, c'est bah, donc, pour ces physiciens matérialistes, réalistes, comment bah, ça veut dire, enfin, concrètement, voilà, ça veut dire quoi? Enfin, par exemple, quand on fait une théorie des variables cachées, oui, mais du coup, c'est des variables qu'on ne peut pas mesurer par définition. Mais du coup, ça veut dire quoi leur donner un sens physique, un sens et comment, enfin, voilà, il y a une question, enfin voilà, du réalisme qui était posée à voilà, bah, à produire une théorie alternative que j'ai voilà, résumé comment on met en équation ce réalisme scientifique. Donc moi, alors pourquoi ça? Là, il y a un... Non, en fait, Ah, tu peux utiliser. Ouais. voilà. C'est Donc bon. les principaux acteurs, donc je vais aller très vite, mais bah, ça sera Louis de Broglie, évidemment, donc, avec son doctorat en 1924, donc comme l'a rappelé Adrien, cette connexion entre la mécanique hamiltonienne et l'optique géométrique, donc du principe de Maupertuis et de Fermat, donc prix Nobel en 29. Théorie de la double solution en 27, donc qui est l'ancêtre de l'interprétation causale et qui va se ranger dans l'interprétation standard de 1927 à 1952. Les deuxième acteur, bah, évidemment, de cette histoire, bah, David Bohm, donc doctorat à Berkeley, élève d'Oppenheimer. Oppenheimer, dans rien, très convaincu, qui est professeur assistant à 1950 et donc Bohm, peut-être on le connaît un peu moins, mais qui a fait d'importants travaux sur la physique des plasmas, on est précurseur de la physique des plasmas, et donc qui sera victime du macartisme aux États-Unis, Bohm étant marxiste, enfin en tout cas à cette époque, donc qui sera exilé au Brésil à partir de l'été 1951, et dont voilà, il publie cette enfin deux articles sur la théorie des variables cachées, donc publié en 1952 dans Physical Review. Et donc, dans les acteurs moi, que j'ai découvert aussi un peu inattendus, Avery Schatzman, donc, qui est astrophysicien, qui n'est pas du tout un physicien quantique, voilà, qui est astrophysicien à l'Observatoire de Paris, et donc voilà, qui fait plusieurs séjours de recherche à Copenhague en 48 et en 49, membre du PCF. Alors, ouais, peut-être ça peut vous surprendre, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais en fait, non, parce que en fait, toute cette constellation de physiciens comme Bohm, on va le voir un peu plus loin, bah, en fait, ce qui va les unir aussi, c'est leur adhésion au marxisme. Euh, pendant ces années-là. Et donc, Rich Hassman va être voilà, un des premiers, un des acteurs importants de cette interprétation causale de la mécanique quantique. Et j'y reviendrai.
Et puis Jean-Pierre Vigier, donc voilà, qui également communiste en 42, résistant pendant la guerre, donc qui commence par un parcours en mathématiques à l'université de Genève, qui sera embauché au CEA par Joliot, mais qui, au moment où les communistes sont purgés du CEA, eh bien, il se retrouve au chômage et il rejoint l'île de Breuil, donc à l'Institut en 50. Et puis, voilà, donc il fait un doctorat, donc il a une première thèse de mathématiques et il fait une thèse, un doctorat de physique sous la direction de Breuil en 54 et soutenu à l'Institut Henri Poincaré. Et donc voilà, et donc c'est Vigier qui va se charger de recruter donc un ensemble de physiciens autour de lui. Donc je peux citer donc Francis Halbach, Francis Fer, Pierre Illon, Georges Lochac, Gérard Pétiot, et donc tous ces physiciens sont membres du Parti communiste. Et puis autre acteur, donc on voit mal, mais Takehiko Takabayashi, donc qui est professeur à l'université de Tokyo et voilà, qui va beaucoup travailler sur la représentation hydrodynamique de la mécanique quantique et qui est également proche des milieux marxistes japonais, ce qu'on appelait la Minka. Et j'ai il y a une quoi ça a zappé. Je vais revenir juste du coup. Euh, ah oui, ça a zappé tout ça. Oui, ce que je veux dire, oui, c'est que donc quand on fait aussi une histoire des physiciens minoritaires, d'une théorie minoritaire, se posent des questions aussi pour l'historien, parce que voilà, quand on fait l'histoire d'une théorie qui a bien fonctionné, enfin, voilà, on sait qu'elle a bien fonctionné, on sait que voilà, c'est des articles qui ont été très souvent cités, etc., qui ont eu un impact. Mais se pose la question, voilà, quand on fait l'histoire des vaincus, entre guillemets, bah, comment on opère une sélection pertinente? Ça veut dire quoi? Quelle sélection on fait? Voilà, moi j'ai recensé environ, donc, je ne sais pas si vous connaissez le Web of Science, voilà, qui est plus de 200 articles publiés entre 1951 et 1964 par ce groupe de recherche, avec très peu de citations. Donc voilà, tout un travail aussi d'exégèse, de sélection d'articles qui n'ont pas forcément eu de valeur enfin, pour une communauté, mais qui peuvent en avoir pour l'historien. Euh, et puis voilà, donc moi j'ai consulté différents fonds pour cette histoire, donc le fonds donc Evry Schatzman à l'Observatoire de Paris, à l'Académie des sciences, donc les archives de Breuil, les archives Frédéric Joliot-Curie au musée Curie, les archives nationales, les archives du PCF, donc aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis, et quelques regrets, voilà. J'ai pas pu avoir accès les archives de l'IHP qui n'étaient pas mis. Alors, je ne sais pas où ce qu'il en est à l'heure actuelle, mais à mon avis, il y aurait pas mal de choses à fouiller. À l'époque, ils m'ont dit c'est tout dans les caves. Sauf que bon, moi, j'avais pas 3 semaines. Ils m'ont dit on vous donne les clés, enfin, vous pouvez y aller, mais moi, j'avais pas 3 semaines à l'époque. 3 semaines, un mois, 2 mois pour voilà. Et j'ai jamais trouvé les archives personnelles de Vigier qui voilà aussi la contingence, c'est qu'en fait à la fin, il était à Jussieu. Dans la tour, en fait, ça a été tout désamianté et que, en fait, ils ont bazardé. Et donc, pas mal de choses qui se sont perdues. Et donc, voilà, quand on reconstitue, on est aussi tributaire des sources qu'on a à disposition. Et donc, j'ai pas eu accès à la correspondance de Vigier. Mais beaucoup, en fait, et c'est là où Schatzman va intervenir, beaucoup à ça c'est une grosse découverte de ma thèse, à celle de la correspondance entre Bohm et Schatzman, à l'Observatoire. Et donc, ils ont été une mine d'informations incroyable pour écrire cette histoire. Et puis voilà, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les revues communistes ou proches, proches des milieux communistes, comme La Pensée et la Nouvelle Critique. Euh, et donc, la question qui va se poser, c'est un peu, voilà, Wolfgang Pauli à Marcus Pierce, qui dit, voilà, donc voilà, comment ça se fait que des communistes et Louis de Broglie collaborent. Là, donc il y a une explication proposée par Paoli dans une lettre à Marc.
Donc, voilà, je ne suis pas surpris que les catholiques et les communistes s'entendent en France contre la complémentarité, ce qui signifie l'indéterminisme. Tous deux sont liés psychologiquement à une attente eschatologique, que celle-ci soit dans le monde ou dans l'au-delà relativement sans importance. On va voir que voilà. Pauli a toujours, enfin, ça a été toujours un petit peu, voilà, enfin, comment dire, un opposant farouche à l'interprétation causale, mais toujours bien volontaire dans la participation au débat. Euh, et, et donc, quelques rappels un peu aussi sur les théories de l'onde pilote et la double solution, mais bon, voilà, des variables cachées. Adrien nous a bien exposé donc la théorie de l'onde pilote, mais donc, ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'en fait, c'est des théories qui sont analogues entre la théorie de Broglie de 27 et la théorie de Bohm de 52. Elles sont similaires, mais elles sont... Enfin, il y a des analogies, mais elles ne sont pas similaires. Donc ça, c'est la théorie de Bohm. Donc, Bohm, il part de l'équation de Schrödinger, et en gros, il sépare ce qu'il fait, c'est qu'il injecte donc, voilà, la solution. Euh, Sous cette forme, R exponentielle IS sur H bar. Et en gros, en séparant les parties imaginaires, réelles et imaginaires, eh bien, on aboutit à deux équations. Une première qui est une équation de mouvement, voilà, qui ressemble très fortement à l'équation de Newton, avec un potentiel Q de cette forme-là, un potentiel quantique, et une équation de continuité, donc ça c'est la partie imaginaire. Euh, et, euh, et donc voilà, donc on a une représentation presque classique de la mécanique quantique, sauf que bon, la petit truc, c'est que bon, bah, en fait c'est comme si tout était mis, bah, en gros, oui, on a une représentation classique de la mécanique quantique, mais en fait tout est caché là-dedans, quoi. C'est que c'est comme si on avait en fait isolé la partie purement quantique enfin, du classique. Euh, mais il y a quand même deux différences, enfin, d'un point de vue du formalisme, enfin, comme l'a dit Adrien, en fait, De Broglie part de l'équation de Klein-Gordon, enfin, il part d'une équation relativiste qui n'est pas le cas de Broglie, de Bohm. Et donc, aussi, on a une équation chez De Broglie, l'équation de guidage, elle est sur les vitesses, alors que chez Bohm, elle est sur l'accélération. Donc, c'est pas exactement la même chose. Et puis, moi, même plus largement, peut-être plus fondamentalement, enfin, ça, c'est mon analyse à moi, c'est que en fait, la théorie de l'onde pilote chez De Broglie et de la double solution, c'est vraiment dans la continuité de sa thèse, avec une approche, voilà, d'une tradition de la physique très cartésienne et très, enfin voilà, dans une continuité, voilà, de la physique française, même qu'on peut avoir au 19e, sous cette forme de réalisme. Alors que, en fait, chez Bohm, alors, c'est aussi dû au fait que on retrouve chez Bohm Pauli lui signale que dans les premières versions de l'article, voilà, il y a le problème de la mesure, mais en fait, euh, Bohm, tout son deuxième article, c'est quand même sur la mesure et sur le but, c'est de retrouver enfin, les résultats expérimentaux de la mécanique quantique. Et je trouve que chez Bohm, on a plus cet héritage d'une physique anglo-saxonne et même de la manière dont il traite une approche plus pragmatique, plus instrumentaliste, et même, moi je pense que euh, c'est des choses que j'aurais bien aimé creuser, mais après dans mes travaux, mais voilà, j'ai arrêté la recherche. Dans la manière de traiter le système de la mesure, en fait, c'est très héritier de von Neumann, en fait, en intégrant dans le hamiltonien l'appareil de mesure. Donc voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes traditions de recherche, entre les mêmes manières de faire de la physique, entre guillemets. Et donc, ce qui se passe, c'est que Bohm, donc il envoie son manuscrit à De Broglie, mais il envoie aussi à Schatzmann. Le premier interlocuteur de Bohm en France, c'est Evry Schatzmann.
Donc, sur comme il l'écrit, en suggestion donc, de Jules Charnet, Jules Charnet, en fait, qui est un météorologiste à Princeton. Et en fait, il se trouve que Schatzman a voyagé à Princeton et en fait, il a travaillé donc il a rencontré Charnet. Et donc, moi, mon hypothèse, c'est que d'une manière ou d'une autre, Charnet savait que Schatzman était marxiste. Et donc, il a dit, ah bah là, moi, je connais un physicien français à Paris. Bah, peut-être que ton article l'intéressera. Euh, et donc, voilà, Bohm envoie voilà, un peu une bouteille à la mer. Et donc, c'est bien voilà, il s'adresse aussi bien à De Broglie que voilà, il recherche des soutiens, mais en raison de leur adhésion au marxisme. Et donc, euh, il explique déjà ce qui sous-tend en fait, c'est problématique malheureusement qu'il y a une méfiance envers De Broglie. Euh, Et donc voilà, De Broglie, donc la réponse que je n'ai pas, qu'on n'a pas la correspondance entre De Broglie et Bohm, mais en fait là il explique que en fait De Broglie dit non, mais en fait j'ai déjà eu l'idée avant, euh, euh, mais voilà, Bohm lui a répondu que bah ouais, mais en fait il arrivait, bah, en fait la théorie marchait et que bah, il n'aurait pas dû abandonner. Et voilà, c'est ce qu'il explique à la fin de sa lettre. Et donc, bah, voilà, l'idée, c'est que bah, si quelqu'un trouve un diamant et puis il n'en voit pas de valeur et qu'il le jette, bah, c'est le prochain qui trouve le diamant, son propriétaire. Euh, et donc, Avery Schatzman répond à Bohm, et, euh, et donc là, il me répond vraiment sur des arguments, les arguments sont de l'ordre philosophique. Il souligne bien voilà, euh, que cette théorie est compatible avec le matérialisme dialectique et que, bah, voilà, eux, ça correspond voilà, que la théorie de Bohm, elle paraît compatible, eux, avec leur représentation de la physique. Euh, et donc à la fin, il fait donc là, je pense que Bohm a jamais dû comprendre en fait la référence parce que quand il dit you should be alors je vous excuse mon anglais, you should be grateful to people like Vigier, like you, who have with tenacity devoted their effort to the rebuilding of quantum theory on its feet, just like the dialectic of Hegel, which had to be put back on its feet. En fait, ça c'est une référence en fait, on trouve cette phrase dans le Capital de Marx où Marx a remis la dialectique de Hegel renversé la dialectique de Hegel et l'a remis sur ses pieds. Euh, et, euh, et en fait, c'est une traduction française, mais qui n'existe pas à l'étranger. En fait, c'est une des premières traductions qu'on avait en France au XVIIIe siècle, au XIXe siècle des textes de Marx, mais qui était déjà critiqué par Marx. Et en fait, c'est cette traduction-là, en fait, très. Le but, voilà, c'est qu'elle n'était pas très fidèle. Il y avait beaucoup d'effets de style, mais parce que voilà, il fallait que ça, aussi pour des raisons commerciales. Et donc en fait, cette idée de remettre la dialectique de Hegel sur sa tête, c'est une phrase qui est très connue dans les milieux marxistes français, mais en fait pas forcément à l'étranger puisque c'est plutôt une traduction un peu libre. Et donc voilà pour la petite anecdote. Et donc là euh, et donc ce qui est amusant, c'est que Bohm recherche des soutiens, mais pas forcément celui de De Broglie, puisque il explique, voilà, donc il envoie des manuscrits à Avery Schatzman, mais il dit, bah, en fait, s'il vous plaît, ne le montrez pas à De Broglie, parce que, en fait, il a un peu cette tendance à, voilà, publier des choses sans créditer les auteurs. En fait, euh,
là, Bohm fait référence probablement en fait à une lettre de Max Born à Nature, où en fait, alors pour savoir, enfin, pour l'histoire, Max Born donc a publié donc ouais, ses traités d'optique et en fait, il a quand les Américains, donc voilà, enfin, à la fin de la guerre, en fait, tous les droits, en fait, ont été pris, enfin, ont été confisqués. Enfin, voilà, c'était dans les conditions de défaite. Et donc, pas mal de voilà d'auteurs, enfin, ont perdu leurs droits, d'auteurs allemands ont perdu leurs droits, et c'est le cas de Max Born. Ce qu'il explique là. Et donc, il se trouve que De Broglie a traduit, enfin, a pris, enfin, dans son livre d'optique, a retraduit avec les schémas compris des parties entières de Max Born, de son traité d'optique, alors que Max Born lui-même n'en avait plus les droits. Euh, Euh, mais voilà, et donc les physiciens français voilà, disent, bah, en fait, ils sont assez d'accord avec Bohm pour, voilà, ils sont aussi méfiants envers De Broglie, mais ce qu'ils expliquent, c'est que bah, De Broglie, c'est quand même une figure importante de la physique dans l'après-guerre, et que voilà, il le trouve, il lui adresse un peu les critiques, on pourra revenir peut-être avec Adrien, que bon voilà, il faisait pas partie des moteurs du renouveau de la physique française dans l'après-guerre. Voilà, c'est quelqu'un de très sensible, pas très intéressé par les questions expérimentales. Euh, voilà, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, on a besoin de lui pour avoir de l'argent. Et qu'en fait, pour publier, quoi. Donc il ne peut pas trop se passer de Broglie. Ces filières ne peuvent pas trop se passer de Broglie. Euh, et donc voilà, il explique, même s'il est un peu, voilà, il est un peu naïf, il est très, il a une conscience de classe très développée. Euh, voilà. Et donc ce qu'ils expliquent. Enfin, donc quand De Broglie va commencer en fait à re-questionner son donc dans les années 50 voilà à changer de position sur cette théorie des variables cachées à revenir à l'idée de revenir à ses premiers à ses premiers amours. Euh, voilà, ce qu'explique Erich Schwarzman, c'est que là, il est un peu dans une situation attentiste. Il est pas très, pas très proactif, comme on dirait maintenant. Voilà, il reste mesuré. Il dit bon bah en gros, si Bohm avait raison, c'est moi qui l'avais dit en premier. Et puis si de toute façon la théorie ne marche pas, bah, je l'avais également, je l'avais également dit. Euh, et puis, pour ce côté un peu De Broglie insaisissable. Euh, En fait, donc on a donc un Schatzman qui dit en fait, il est très influencé par Détouche, mais on a par contre un Détouche qui dit bah en fait il est très influencé par Vigier, influencé par Vigier, donc en fait personne comprend, je pense à cette période, bah voilà quel est enfin, que pense De Broglie. Euh, voilà. Et puis donc dans l'explication donc voilà en 1952 donc De Broglie explique enfin pourquoi finalement il est revenu il revient en fait à sa première théorie et donc voilà donc, il dit, dans ce mémoire Monsieur Bohm reprend intégralement tout le moins sous les formes que je leur avais données à mes conceptions de 1927. Donc ce qu'on a vu c'est que c'est pas exactement c'est pas enfin, là c'est un peu exagéré parce qu'en fait enfin, c'est pas intégralement, il rajoute quand même, enfin, c'est pas exactement les mêmes théories. Mais en fait, on sent bien qu'il essaye de minimiser quand même l'apport de Bohm pour en fait dire les vraies raisons euh, de son retour donc à la théorie de la double solution. C'est pour dire, c'est Vigier qui effectivement au début a fait une analogie entre
la théorie de la double solution, donc avec représentant en fait la particule dans une singularité du champ et les théories unitaires, certaines formes des théories unitaires relativistes. Et donc où De Broglie essaye, enfin, où Vigier voilà, essaye de trouver des solutions, essaye de faire le lien entre relativité et relativité générale et mécanique quantique via la théorie de la double solution. Euh, pour De Broglie, en fait, De Broglie explique que c'est vraiment ça qui l'a fait revenir donc à son ancienne théorie. Et en fait, d'un côté, ça se comprend puisque je pense que ce qu'aime bien De Broglie, c'est quand même ces grands programmes de recherche, ces théories, une forme d'heuristique. Et donc, voilà, l'idée d'avoir un programme de recherche qui permet d'unifier gravitation et quanta, je pense que ça l'intéressait. Même si rétrospectivement, en fait, il n'y a jamais vraiment eu de travaux en ce sens, en tout cas à cette époque-là. Il va falloir finir. Euh, voilà. Et puis, en même temps, ce qui est assez amusant, je vais terminer là-dessus, c'est que en même temps qu'il y a un revirement de De Broglie, en fait, l'attitude des communistes envers De Broglie va changer. Puisque donc ça, c'est Gérard Vassaille donc, qui explique dans La Pensée que en 1951, donc avant son revirement, que De Broglie donc il propose pas d'étendre la doctrine au hasard. Donc à tout instant, les physiciens déterministes transposent à la société humaine leurs considérations sur les lois statistiques de la physique. Louis de Broglie ne propose-t-il pas d'étendre la doctrine du hasard pure aux sciences dont l'objet est l'étude de la vie de l'homme et des sociétés humaines? Donc ça, c'est pour dire, du coup, ça s'oppose assez franchement à l'idée de déterminisme socio et économique. Et donc voilà, il dit, en gros, c'est les conceptions bourgeoises de la science. On- voilà. Et puis, par contre, plus tard, donc le même Gérard Vassaille dira eh bien que, en fait, finalement, De Broglie, c'est un matérialiste qui s'ignore. Donc voilà, quelques mois plus tard, quand il sera revenu à ses anciennes, à sa première théorie qui sera à nouveau en faveur du déterminisme. Et puis, voilà, je passerai rapidement, mais Évry Chassman va envoyer aussi, ça va être un peu le premier ambassadeur de la théorie en France, et donc il va essayer de convaincre Fock. Il pensait pouvoir convaincre Fock, donc Vladimir Fock, qui est quand même un borien soviétique, et donc, euh, donc voilà, il pensait, bon, finalement ça ne fonctionnera pas. Et puis Rosenfeld, évidemment. Et donc Rosenfeld qui s'inquiète auprès de Joliot-Curie de, euh, de ces jeunes, ce qu'il appelle les jeunes poulains de Joliot, donc Vigier, Chassman, Vassaille, tutti quanti, voilà, qui pensent très intelligents, mais qui pensent bien malades d'abandonner la complémentarité et de sauver le déterminisme. Donc pour ça, pour dire aussi donc les Rosenfeld, qui est un physicien marxiste belge, que voilà, c'est pas entre les marxistes, je te disais, il n'y a pas de bijection entre adhésion au marxisme et interprétation de la mécanique quantique, et que voilà, tous les marxistes n'étaient pas opposés à l'interprétation de Copenhague. Voilà. Euh, voilà, pour conclure, voilà, pour dire qu'au début, voilà, pour moi en tout cas, cette alliance au début entre Bohm, De Broglie et les physiciens français, c'est aussi une alliance voilà, de circonstances où chacun des acteurs y trouvait son compte. Mais ce que je montrerai plus tard, après, moi, dans ma thèse, c'est que, en fait, cette connexion se fait par le marxisme, notamment de Schatzman Bohm s'adresse aux marxistes français parce qu'ils sont marxistes. Et donc, ils essayent de créer un lien dans ce sens-là, mais que, en fait, leurs traditions de recherche ne sont pas les mêmes, et que Vigier, en fait, les relations vont se normaliser entre Schatzman, Vigier et De Broglie, et en fait, après, il va y avoir une réelle collaboration, et que Vigier est plutôt héritier de ce style de Broglie, plutôt que, et donc, on a un style de Bohm très héritier, voilà, de cette physique anglo-saxonne,
Ligier plutôt dans cette tradition de Breuil, mais qu'en fait, ce qui va les unir, c'est leur adhésion donc, au matérialisme dialectique et à une approche réaliste des sciences. Donc, ce que je montrerai plus tard, moi, dans ma thèse.